Dans le monde entier, on trouve les traces de nos lointains ancêtres. D'immenses édifices vieux de milliers d'années, des manuscrits décrivant des armes imposantes et terrifiantes, ou les vestiges de vastes bâtiments enfouis sous les eaux. Mais comment les ingénieurs du passé ont-ils bien pu accomplir de pareils exploits techniques? Réponse, grâce à des machines géantes. À mesure que nous redécouvrons la technologie ahurissante de nos ancêtres, nous sommes contraints de remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur les civilisations antiques. Voici l'histoire des machines les plus puissantes, les plus complexes et les plus impressionnantes de l'Antiquité. De nos jours, on a du mal à imaginer qu'il y a des milliers d'années, les hommes utilisaient de nombreuses machines perfectionnées. Des grues transportant des tonnes de marbre. Des serres sous-marines conçues pour harponner les bateaux et les faire chavirer. Des scies mécaniques actionnées par la force de l'eau. Ces appareils remarquables ont été utilisés pour bâtir de magnifiques temples et des édifices montant vers les cieux. Certains d'entre eux ne détonneraient pas sur un chantier moderne. Si l'on pouvait se rendre aujourd'hui sur un chantier de l'Antiquité, on pourrait reconnaître certaines machines utilisées de nos jours. On pouvait également trouver des machines géantes dans le cadre le plus propice aux avancées technologiques, le champ de bataille. Les armes de corps à corps ont été remplacées par de gigantesques catapultes et trébuchets mécanisés, les armes de destruction massive de l'Antiquité. Aujourd'hui encore, les chercheurs tentent de percer le mystère de ces engins complexes et d'en comprendre le fonctionnement. Dans l'Antiquité, on a construit de nombreux bâtiments de grande taille, comme des temples ou des amphithéâtres. Pour cela, il a fallu du matériel très sophistiqué. Des royaumes carthaginois à l'Empire romain, toutes les grandes civilisations antiques ont construit un nombre considérable de monuments de grande taille. Mais avec quelles machines ces œuvres incroyables ont-elles été créées? Grâce à la science moderne, peut-on en savoir un peu plus sur les techniques utilisées par les ingénieurs de l'Antiquité? L'un des engins les plus répandus était cette grue géante, conçue pour hisser des matériaux à de grandes hauteurs. D'après les anciens textes, la première grue a été utilisée vers 500 avant Jésus-Christ pour construire les monuments d'Éphèse dans le royaume de Pergame, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Cependant, des découvertes récentes pourraient indiquer que la première grue a été inventée beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait jusqu'ici. En Corinthe, dans ce qui était autrefois le cœur de la Grèce antique, des archéologues ont fait plusieurs découvertes étonnantes. Lors de fouilles récentes, des chercheurs de l'American School of Classical Studies d'Athènes ont trouvé 2 cercueils en calcaire datant d'il y a presque 3000 ans. J'ai su qu'il y avait une tombe ici dès que j'ai aperçu un morceau de cercueil. Mais les étudiants qui m'accompagnaient ne voulaient pas y croire. Après 2 jours passés à creuser autour de la tombe, nous sommes tombés sur une énorme dalle. Et nous avons su que nous avions trouvé une tombe très importante. Ces énormes sarcophages ont complètement dérouté les archéologues par une de leurs caractéristiques, leur poids. Ce cercueil fait 3 mètres de long sur 2 mètres de large, d'est en ouest. C'est un sarcophage gigantesque. Les cercueils pèsent plus de 3 tonnes chacun. Ils n'ont donc certainement pas été soulevés à la main, puis placés dans les tombes. Comment les Grecs ont-ils procédé à une opération aussi précise sur un objet aussi imposant? Le meilleur moyen pour faire ça, c'est sans doute de transporter le bloc de pierre sur des rouleaux et de se servir de bœufs pour le descendre. Grâce au rouleau, on pouvait faire parvenir le sarcophage jusqu'au trou, déjà creusé, et l'accrocher solidement avec des cordes à un poteau. Cela permet de maintenir le poids du sarcophage et d'enlever les rouleaux pour que le cercueil soit au-dessus du trou. Enfin, il suffit d'utiliser la friction pour le descendre. Les archéologues ont une nouvelle théorie sur la question. Les Grecs auraient utilisé une grue pour faire descendre les cercueils dans les tombes. On pense qu'ils l'ont fabriqué avec un cadre en forme de A. Les cordes étaient attachées autour de la poutre centrale, ce qui permettait d'abaisser les cercueils avec précision. Les morts bénéficient ici d'une architecture monumentale, mais sous terre. L'étape suivante est celle de donner aux défunts une sépulture ornementée à la surface, autour de 900 avant Jésus-Christ.
le mystère des cercueils de Corinthe et des premières grues n'est toujours pas totalement éclairci. En tout cas, c'est un exemple fascinant des traces que nous pouvons trouver des grandes machines antiques. Si les grues ont bien été utilisées pour la première fois à cette occasion-là, il a fallu attendre un véritable génie pour analyser leur fonctionnement. Il s'agit d'Archimède. Archimède a vécu autour de 200 avant Jésus-Christ à Syracuse, sur la côte de la Sicile. Ce pionnier de la science était un visionnaire qui a développé des concepts très en avance sur l'époque. Il a découvert un principe mathématique qui sert aujourd'hui de base à d'innombrables machines modernes, des grues aux voitures, le principe du levier. Il a déduit que l'on pouvait soulever des objets extrêmement lourds en utilisant une force infime, si l'on dispose du levier adéquat et que l'on a un bon angle. Une de ces formules est restée célèbre. Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai la Terre. L'établissement par Archimède du principe du levier a permis d'utiliser cette méthode de façon plus sophistiquée, avec de plus grandes machines. Cependant, ces idées révolutionnaires ont-elles été mises en pratique par ses contemporains? Ce dessin montre le port d'Amathonte, à Chypre, construit pour protéger les flottes de bateaux des assauts des vagues. Ce port était une œuvre monumentale. On a posé 5000 blocs de pierre de plus de 3 tonnes chacun pour fabriquer un rempart contre la Méditerranée. Il a sans doute fallu une machine complexe avec des leviers, des poulies et un système d'enroulement. Le tout pour soulever des poids considérables. Par un système ingénieux, une fois qu'une section était finie, la grue passait à la suivante en glissant. La grue du port d'Amathonte a marqué l'émergence de machines mobiles et dynamiques capables de s'adapter aux caractéristiques de presque n'importe quel terrain. Une autre puissante machine grecque a joué un rôle primordial dans la construction d'un des bâtiments les plus remarquables de l'Antiquité. Pendant la période classique, entre 450 et 330 avant Jésus-Christ, 3 temples importants ont été bâtis sur les ruines de l'Acropole. L'Érectéion, le temple d'Athéna-Niké et le Parthénon. Le Parthénon est un mélange subtil d'architecture antique et d'un très haut degré d'esthétique. Il est parsemé de touches subtiles qui le rendent unique. Ce bâtiment représente l'apogée des progrès techniques accomplis par les Grecs anciens. Cela fait près de 2500 ans qu'il trône sur le sommet de l'Acropole à Athènes. Le degré de maîtrise dont témoigne l'édification des temples grecs n'a jamais été surpassé. Chaque énorme bloc était taillé à la main, puis mis en place grâce à une grue complexe. Nous avons beaucoup d'informations sur les grues, grâce à des informations de première main laissées par les bâtisseurs de l'époque, ou des représentations sur des frises de marbre, par exemple. Cette grue était actionnée par 10 hommes au maximum. Elle faisait 27 mètres de haut. Elle pouvait se déplacer à la parallèle du bâtiment et aussi se pencher pour soulever la pierre, puis avancer horizontalement et enfin déposer lentement sa charge à l'emplacement voulu. Le secret de cette impressionnante machine, la productivité. Les grandes grues de l'époque classique pouvaient soulever des charges pesant jusqu'à 20 tonnes. Ces cabestans multipliaient l'efficacité des ouvriers par 20 et les poulies encore par 3. Grâce à ces machines, 10 hommes produisaient le travail de 600. Presque du jour au lendemain, la productivité a fait un bond colossal. Il n'est donc guère étonnant que les grues d'Athènes aient pu soulever un bloc de pierre toutes les 15 minutes et que le Parthénon ait été terminé en moins de 10 ans. C'est-à-dire un tiers du temps qu'il a fallu aux Égyptiens pour construire la grande pyramide de Gizeh. Aujourd'hui, certains pensent que nous n'avons pas les capacités suffisantes pour produire un travail de découpe et d'assemblage aussi détaillé et précis que celui des Grecs de l'Antiquité. Personne ne sait exactement comment ces ouvriers ont procédé. L'information ne nous est pas parvenue. C'est pour cela que nous essayons de savoir comment ils ont fait. C'est rigoureusement impossible de passer dans le joint. Il faut une technique impeccable pour assembler 2 morceaux de marbre. C'est incroyable. On sait que des grues ont été utilisées dans le monde entier dans l'Antiquité.
Elles ont même servi lors de spectacles proches de numéros de cirque. Dans les textes anciens, il est écrit qu'on se servait de l'oracle des morts, un système de grue pour d'étranges rituels occultes. On droguait des gens avant de les mener dans une caverne obscure. Là, ils voyaient un prêtre suspendu à une grue comme un magicien dans un spectacle de music-hall. Les gens de l'époque prenaient cela comme l'apparition d'un mort qui volait devant eux. Une machine aussi complexe a-t-elle réellement été créée dans l'Antiquité ? Il est probable qu'on ne saura pas de sitôt la vérité sur l'oracle des morts. Le voile se lève lentement sur l'usage des grues dans l'Antiquité. Mais une chose est sûre, ce sont les Romains qui ont su en repousser les possibilités. Nous allons maintenant tenter d'en savoir un peu plus sur les machines géantes qui ont servi à bâtir le plus grand empire du monde antique. Dans l'Antiquité, les Grecs ont conçu d'énormes grues pour construire leurs magnifiques temples et monuments. Cependant, c'est une autre puissante nation qui a développé cette technologie à grande échelle, Rome. L'Empire romain s'étendait sur 5000 km d'ouest en est, de la Bretagne à la Jordanie. Pour maintenir un grand nombre de peuples sous leur joug, les Romains procédaient à des conquêtes rapides, suivies par des phases intenses de construction, pendant lesquelles ils érigeaient des monuments imposant le respect aux peuples vaincus. Mais les Romains, au contraire des Égyptiens, n'avaient pas des centaines d'années devant eux pour ériger ces structures imposantes. Comme ils avaient besoin de construire rapidement, ils ont inventé des grues énormes pour bâtir en un temps record. Rome a fait appel aux compétences techniques de son meilleur architecte, Vitruve. Celui-ci a conçu plusieurs modèles révolutionnaires de grues qui ont joué un rôle crucial dans la construction des édifices monumentaux de l'Empire romain. Son invention la plus remarquée mettait à profit une roue pour pouvoir soulever des masses plus importantes. La roue était activée par une équipe de 5 hommes placés à l'intérieur. Pour soulever un bloc de marbre, une technique originale était employée. On insérait des cales en métal par une ouverture où elles allaient se loger à l'emplacement prévu. Une fois les 3 cales placées, on fixait un anneau et on soulevait le bloc. Les cales tenaient solidement grâce au poids important du bloc. C'était une méthode ingénieuse pour soulever un bloc de pierre sans devoir l'attacher avec des cordes. Certains des bâtiments les plus extraordinaires de la ville de Rome ont été construits grâce à ce genre de grue, comme l'impressionnante colonne Trajane. C'est un monument remarquable qui domine Rome et qui était peut-être entouré à l'époque par un complexe de bâtiments romains. Trajan avait le titre de meilleur empereur, Trajan Optimus Princeps. Pour le meilleur empereur, il fallait donc la plus grande colonne monumentale. Cet impressionnant monument fait 30 mètres de haut et a été créé grâce à des cylindres de marbre de 40 tonnes, empilés les uns sur les autres avec une précision exceptionnelle. À l'intérieur de cette colonne se trouve un escalier en colimaçon. Les fentes que l'on voit sont des fenêtres. Il a donc fallu tailler chaque bloc en tenant compte de l'escalier et de l'alignement des fentes. Les blocs sont parfaitement scellés entre eux. Pour cela, il faut que les joints soient impeccablement calibrés. Quel type de grue a bien pu servir pour accomplir un tel exploit ? Sur le côté d'un bas-relief funéraire romain, le bas-relief des Atéries, se trouve une information extrêmement importante à cet égard. On y voit comment une grue était utilisée dans la Rome antique. Elle nous apprend que les Romains utilisaient des systèmes de poulies quintuples actionnés par une équipe de 5 ouvriers spécialisés. C'est une preuve irréfutable qu'à l'Antiquité, les Romains étaient la civilisation disposant de la technologie la plus avancée en matière de grue. Pour construire la colonne Trajane, les ingénieurs romains se sont servis des grues les plus sophistiquées de l'époque. Quand les Romains ont importé des obélisques égyptiens, ils ont également utilisé ces puissantes machines de construction pour lever les immenses colonnes de pierre. Hélas, nous ne disposons d'aucune grue intacte datant de l'Antiquité. Jusqu'ici, c'est seulement grâce aux obélisques que nous avons pu percer les secrets des grues que les bâtisseurs du passé ont utilisées. En Allemagne, un projet récent est venu bouleverser la donne. Pour la première fois, une équipe d'ingénieurs a reconstitué une grue antique. Cette expérience peut nous aider à savoir à quoi ressemblaient les grandes grues de l'Antiquité.
Ce modèle étonnant a été construit il y a 20 ans. Cette partie de la grue s'appelle le cabestan. C'est là que l'on actionne la poulie. Il faut 4 hommes pour manœuvrer et enrouler le câble sur cet axe vertical. Entre le cabestan et la grue, il y a un câble enroulé sur la grande roue là-bas. C'est le principe de base de la transmission. En enroulant le câble sur le cabestan, on entraîne aussi des petites roues qui permettent de soulever des blocs de pierre. C'est comme cela que la grue est actionnée. Ici, on obtient un rapport de 1 pour 4. C'est-à-dire qu'il faut 4 fois la longueur du câble, mais seulement un quart de la force nécessaire pour le tirer. Cet engin extraordinaire fonctionne sur le même principe que n'importe quelle boîte de vitesse contemporaine. La transmission augmente la longueur de câble nécessaire tout en diminuant la puissance nécessaire pour obtenir l'activation. Cet élément est capital pour soulever un bloc de pierre. C'est un bloc avec un certain nombre de roues de poulies, en bas comme en haut. Plus on relie des poulies entre elles, plus cela diminue la puissance nécessaire et plus cela augmente la longueur de câble nécessaire. Si l'on répète le processus de nombreuses fois, cela donne un résultat très efficace. Les grues de Xanten utilisent la technique des poulies pour rendre les hommes plus puissants. Mais les sages de l'Antiquité disposaient d'une autre technologie encore plus perfectionnée. Ils utilisaient des roues automatisées pour produire de l'énergie. Encore une fois, il s'agit d'une machine impressionnante. Dans une ancienne minoterie située dans le sud de la France, à Barbegal, on peut voir des traces de cette technologie révolutionnaire. 16 roues produisaient la puissance nécessaire pour mouvoir les meules. Alors que nous poursuivons notre enquête sur les machines de l'Antiquité, une question plus grande encore se pose à nous. Comment les hommes de l'Antiquité ont-ils taillé les énormes quantités de pierres nécessaires pour construire leurs immenses édifices? Dans tout le monde antique, les hommes ont érigé de grandes structures en pierre, que ce soit les statues à Rome, les temples en Grèce ou les pyramides en Égypte. De nos jours, les chercheurs essaient de savoir avec quels engins géants ces ouvrages ont été bâtis. Ainsi, une découverte récente laisse penser que les bâtisseurs de l'ancien temps ont créé une scie mécanique à plusieurs lames pour leurs travaux. Certains édifices de l'Antiquité étaient d'une taille phénoménale. Des milliers d'années avant les camions, les grues ou les pelleteuses, des monuments gigantesques ont été taillés dans la pierre. Jusqu'à une certaine époque, nous avons cru que ces tours de force architecturaux avaient été accomplis seulement grâce à la force physique de milliers de bœufs et d'esclaves. Depuis, des recherches ont montré que nos ancêtres ont utilisé des machines de construction géantes. La masse de pierre utilisée pour l'acropole d'Athènes représente plus de 20 fois la Statue de la Liberté. Pourtant, c'est dans les constructions des Romains que l'on trouve des monuments d'une taille défiant l'entendement. À l'extrémité de l'Empire romain, au Liban, se trouve la Pierre du Sud. Cet immense obélisque, pesant plus de 1200 tonnes, est à ce jour l'œuvre en pierre la plus grande jamais fabriquée. Comment les ingénieurs de l'époque taillaient-ils la pierre pour leurs incroyables projets? Comment la transportaient-ils ensuite sur les chantiers à des milliers de kilomètres de distance? Pour savoir quels outils ont été utilisés en Jordanie pour tailler et déplacer la pierre, faisons un détour par l'Égypte d'il y a 4500 ans et les légendaires pyramides de Gizeh. Il a fallu un siècle aux Égyptiens pour empiler ces 2 400 000 blocs de calcaire. De quelles machines se sont-ils servis pour créer cette merveille du monde? Ce large amas de briques et de débris, ce sont les restes d'une rampe de chantier qui servait à véhiculer des chargements de pierre pour construire la tour devant cette entrée. Sa construction n'a jamais été achevée. Quand on a mis au jour le temple, fin 19e siècle, début du 20e, cet amas a été laissé en place pour montrer comment on a procédé pour construire le bâtiment. On mettait en place des rampes des deux côtés du bâtiment, ce qui permettait à plusieurs équipes de s'affairer en même temps. Dans le temple de Karnak, toujours en Égypte, d'autres indices permettent d'en savoir plus sur les techniques employées lors de la construction de temples antiques.
Une fois qu'ils avaient empilé les pierres nécessaires à une partie donnée du temple, comme cette colonne, ils taillaient dans la pierre pour lui donner la forme voulue. Ils commençaient par empiler, puis ils sculptaient le temple. Pour donner une forme cylindrique, il suffisait de partir du sommet et de tailler sans relâche jusqu'à obtenir une colonne de la bonne dimension et de la bonne taille. Une question se pose ensuite. Comment ces blocs de milliers de tonnes ont-ils été déplacés d'un point de l'Égypte à l'autre? Un élément de réponse se trouve dans la carrière d'Assouan. Il s'agit du célèbre obélisque inachevé, toujours fixé au soubassement. Ce site est l'un des seuls qui permettent de voir comment on a procédé. Ce projet colossal a été abandonné quand une fissure est apparue dans la section inférieure. L'obélisque fait 40 mètres de long et aurait pesé 1000 tonnes s'il avait été achevé. C'est très difficile de soulever un obélisque comme celui d'Assouan. C'est déjà très complexe à notre époque, avec toutes les machines dont nous disposons pour ce genre de tâches. C'est là tout le mystère. On ne sait pas comment ils ont fait, mais ils y sont arrivés. Comment les Égyptiens ont-ils pu procéder sans l'aide de grues? Ils ont pu tirer l'obélisque sur une pente qu'ils avaient aménagée, puis le faire glisser dans une fosse en forme d'entonnoir et enlever le sable situé au fond. Cela aurait alors permis à l'obélisque de se placer en position verticale avant que les rampes soient enlevées. Ou alors, on a soulevé l'obélisque à 35 degrés et on l'a mis à la verticale grâce à des cordes. D'après des découvertes récentes, les Égyptiens avaient un niveau technologique encore plus élevé qu'on ne le pensait. Sur un site de Karnak, des archéologues ont mis au jour un objet remarquable. Un imposant bloc de pierre apparemment taillé par une machine très rapide et non manuellement. Les Égyptiens auraient-ils inventé la scie mécanique? Sur ce bloc de basalte, on voit clairement la marque laissée par la scie. Il existe des éléments indiquant que ces mécanismes ont été utilisés pour détacher des blocs de pierre dans des carrières. On a évoqué le concept d'une machine ayant pour base un cadre parallèle à la carrière. On plaçait un lourd bloc sur la machine et dessous, une scie pour tailler la pierre. Cet appareil étonnant était actionné par des attelages de bœufs. Par l'action combinée des hommes et des bêtes, la pierre était découpée. Le même concept est utilisé de nos jours dans cette carrière égyptienne. Ici, on a extrait des millions de tonnes de calcaire grâce à une scie mécanique, mais en remplaçant les bœufs par un puissant moteur diesel. Dans l'Antiquité, les Égyptiens ont utilisé des scies pour tailler la pierre et réaliser certains des plus grands monuments de l'histoire de l'humanité. À Jarash, en Jordanie, des découvertes laissent à penser que d'autres constructeurs avaient développé une méthode de découpe encore plus perfectionnée. Situé près de la ville d'Amman, Jarash abrite des ruines impressionnantes. Aujourd'hui, les archéologues sont convaincus que ces pierres sont les restes d'un atelier utilisé pendant l'Antiquité pour tailler la pierre à une échelle industrielle. La méthode de construction choisie par les ingénieurs byzantins était d'utiliser du calcaire recouvert de marbre à l'extérieur. Une méthode économique également utilisée par les Romains pour construire les magnifiques bâtiments que l'on trouvait dans tout leur vaste empire. L'étude de cette simple tranche de calcaire va peut-être nous permettre de savoir si les Égyptiens ont utilisé des scies mécaniques. Ce cylindre faisait partie d'une colonne. À l'époque byzantine, on l'a apporté dans un atelier pour le découper en tranches. La coupe est parfaite, ce qui signifie qu'elle n'a pas été faite manuellement, mais grâce à une machine. Voici la réplique d'une machine qui est censée avoir été utilisée ici. Des milliers de litres d'eau alimentent une roue hydraulique reliée à un axe central en bois qui produit l'énergie nécessaire à l'entraînement des grandes lames. Nous savons où la roue était placée grâce à l'emplacement des manivelles. Les manivelles alimentaient cette machine en énergie. Elles étaient reliées à 2 rangées de quadruples lames qui découpaient avec précision les piliers de marbre. Ils utilisaient des matériaux abrasifs, comme du sable.
Le sable créait une friction qui permettait aux lames de fer de pénétrer profondément dans la pierre. La scierie automatique à plusieurs lames de jarrache est une découverte fascinante. Nous pouvons maintenant penser qu'il y a des milliers d'années, d'autres scies mécaniques existaient dans le monde. Les machines automatisées ne sont pas l'apanage du monde moderne. Elles ont été inventées par les sages de l'Antiquité. Une fois de plus, ce sont les Romains qui ont su exploiter le potentiel de cette machine-là à son maximum. Dans des textes datant de 2000 ans, écrits par Pline l'Ancien, un chercheur romain, se trouve la description d'un outil de découpe sans pareil dans le monde antique. Pline décrit ce qui est sans doute la première scie à eau mécanique. Cependant, ce n'est rien de plus qu'une description. Ce texte ne permet pas de savoir si cet outil fonctionnerait réellement. Richard Windley est un maquettiste renommé qui excelle à recréer les inventions du lointain passé. Cette maquette est une version possible de cette machine. La force motrice est fournie par la roue à aube. Quand elle tourne, elle entraîne dans son axe la roue motrice. On utilisait sans doute des matériaux abrasifs comme de la poudre d'émery qui produisait une pâte quand elle était mélangée avec de l'eau. Un ouvrier était probablement assis sur la pierre et versait de la pâte d'émery sur la lame en rotation. Lorsqu'un bloc avait été découpé dans un sens, on l'écartait et on passait au suivant. La scie décrite par Pline, fonctionnant seulement grâce à du sable, du fil de fer et de l'eau, est peut-être la clé pour savoir comment les Romains ont construit de grands bâtiments en pierre. À l'époque où les hommes de l'Antiquité inventaient des machines permettant de découper la pierre, ils se sont mis à concevoir de gigantesques machines de guerre pour faire des ravages sur les champs de bataille. De terrifiantes machines de siège capables de détruire des villes entières et des armes extrêmement puissantes pouvant envoyer des flottes entières par le fond. Aussi étonnant que cela puisse paraître aujourd'hui, les Grecs et les Romains construisaient déjà d'énormes catapultes pour projeter des poids et anéantir des remparts. Ils avaient de terrifiants engins de siège et disposaient d'un arsenal d'armes très puissantes. Leurs catapultes se servaient de la torsion de cordes pour lancer de gros blocs de pierre dans les murailles. Les plus grandes des catapultes faisaient entre 6 et 9 mètres de haut. Il y avait là de quoi impressionner n'importe quel adversaire. Elles étaient capables d'abattre des murailles ou de dévaster des rangs entiers de soldats. Ces machines semaient sûrement la terreur chez les troupes ennemies. Au Moyen-Âge, grâce à un bond technologique prodigieux, l'une des machines de guerre les plus destructrices a vu le jour. Les poulies, cordes et trépigneuses des grues grecques et romaines ont été adaptées pour concevoir le mécanisme sophistiqué d'une arme. Au château de Warwick, en Angleterre, un groupe d'historiens et de modélistes a construit une réplique grandeur nature d'une de ces machines de guerre. Voici une catapulte de siège du XIVe siècle, plus exactement un trébuchet. Elle a été inventée au IIIe siècle par les Chinois, puis la technologie s'est répandue dans le Moyen-Orient, où les Européens l'ont récupérée au XIe lors des croisades. Le moteur de cette machine était une série de roues dans lesquelles il fallait marcher. Ils font tourner les roues, ce qui entraîne l'axe central et enroule la corde sur le treuil. Elle est reliée au sommet de ce qu'on appelle la verge. Ils font monter ce contrepoids de 5 tonnes et demie grâce à leur sol mollet. Les soldats couraient dans la roue comme de vrais hamsters. C'est leur force physique qui permettait de déchaîner la puissance destructrice du trébuchet. La verge est descendue, je prépare la gâchette. Doucement. C'est bon. Je fais simplement passer la gâchette en métal dans l'anneau. Les hommes vont maintenant devoir dérouler la corde pour que la verge puisse être activée. Toute la pression de cette machine chargée est concentrée sur le percuteur. Les roues tournent maintenant dans le sens inverse pour dérouler la corde et donner du mou. L'énergie que ce simple engin de siège peut emmagasiner était phénoménale.
On mesure l'énergie en joules. Un lanceur professionnel de baseball lance la balle avec une énergie de 2 joules. Ici, on ne lance pas une balle de baseball, mais un rocher de 15 kg, avec une énergie de 100 à 120 000 joules. Cela revient à foncer sur une maison avec une camionnette d'1 tonne à environ 100 km/h. Pour cette expérience, nous avons voulu mesurer pour la première fois la vitesse de cette arme impressionnante. Un membre de notre équipe a un radar fixe, comme la police en utilise sur les routes. Cela va nous permettre de mesurer la vitesse d'accélération du projectile au moment où il part de la machine. « 212 km/h. Le rocher a eu une pointe à 212 km/h, ce qui est assez impressionnant. Cela représente 5 mètres parcourus en moins d'une seconde. C'est plus rapide qu'une voiture de Formule 1 ou que l'accélération d'un avion à réaction actuelle avant le décollage. Que ce soit pour le trébuchet médiéval, la baliste grecque ou le mongono-romain, c'est-à-dire les catapultes à torsion de l'époque, la question n'est pas de savoir si on va réussir à abattre les murs du château, mais en combien de temps on y parvient. Ces machines de guerre sont déjà impressionnantes, mais ce ne sont pas les seules inventions antiques dans ce domaine. Sur l'île de Syracuse, autour de 200 avant Jésus-Christ, Archimède a conçu plusieurs catapultes pour repousser l'armée la plus invincible de toute l'Antiquité, l'armée romaine. Il est également l'auteur d'autres inventions, dont un certain nombre auraient encore de quoi épater les ingénieurs militaires d'aujourd'hui. Le port était le seul point faible de Syracuse, bâti sur un îlot. Il était vulnérable aux envahisseurs. Pour y remédier, Archimède élabora une défense très étonnante et ingénieuse. Archimède a conçu une machine appelée la main de fer, capable de prendre les vaisseaux romains par la proue, de les soulever dans les airs, puis de les relâcher dans l'espoir de les faire chavirer. Cette arme est restée dans les annales comme une arme légendaire qui a coulé des flottes entières et terrifié de nombreux capitaines de navires romains. Mais Archimède aurait peut-être créé une machine encore plus ingénieuse. C'est un engin qui restait dissimulé en dessous de la surface de l'eau, prêt à fondre sur des vaisseaux ennemis. Un bon moyen de neutraliser un bateau consiste à le renverser. En le déséquilibrant légèrement, on peut faire tomber l'équipage ou même troubler les rameurs si on penche suffisamment le navire. Même si nous disposons de peu de documents attestant de l'existence de cette machine, tous mentionnent le nom d'Archimède. Le principe était de laisser approcher un bateau vers un port apparemment sans défense. En réalité, le navire se dirigeait sans le savoir vers une plante carnivore géante sous-marine. Alors que le bateau arrivait au port, une pointe géante émergeait de l'eau, paralysant le vaisseau et son équipage. Ensuite, une griffe l'empoignait entièrement. Une fois le bateau en son pouvoir, la machine l'agitait d'un côté à l'autre avant de l'attirer, lui et son équipage, vers le fond de l'eau. On pense que cette machine était alimentée par plusieurs bœufs chargés de tirer des cordes pour l'actionner. Les animaux étaient dissimulés par un écran géant pour que l'ennemi croie arriver dans un port désert. Cette machine était un dispositif ingénieux pour faire croire à des Romains peu méfiants qu'ils pouvaient arriver au port sans risque, alors qu'un piège sous-marin allait se refermer sur eux et détruire leur bateau. C'est un engin très étonnant, qu'on croirait sorti d'un péplum hollywoodien. Même s'il est difficile de savoir s'il a réellement existé, on peut noter qu'il employait strictement des techniques connues à l'époque. Parmi les nombreuses machines antiques qui ont existé, les plus étonnantes sont sans doute celles dont on a trouvé la trace à Alexandrie. C'est ici que les plus grands inventeurs grecs ont étudié et œuvré. Les machines qu'ils y ont créées, selon toute vraisemblance, sont plus sophistiquées que l'on aurait pu le croire de prime abord. L'un de leurs plus hauts faits a été la construction du phare d'Alexandrie, un bâtiment servant à guider des bateaux vers le port ou au contraire à les détruire. Dans le monde antique,
Un bâtiment imposant était aussi la machine la plus grande et la plus complexe de l'époque, et jouissait d'une vaste réputation. Il s'agit du phare d'Alexandrie, l'une des 7 merveilles du monde antique. Depuis la construction du phare, de nombreux peuples sont passés par là. Les Grecs, les Romains, les Byzantins, les Arabes, tous l'ont respecté, personne n'a tenté de le détruire. Le phare d'Alexandrie a été commencé pendant le règne de Ptolémée Ier et a été achevé sous le règne de Ptolémée II. C'était un édifice monumental. On pense que le phare faisait entre 150 et 180 mètres de haut, ce qui en fait un ancêtre des gratte-ciel. C'était probablement la plus haute tour jamais érigée jusqu'à la construction de la tour Eiffel en 1889. C'était le plus grand bâtiment de l'époque. Ce n'est pas un hasard s'il a été construit en Égypte, où l'on érigeait de grands édifices depuis longtemps, tels que les pyramides. Le phare d'Alexandrie a été construit autour de 290 avant Jésus-Christ, avec pour fonction principale de signaler le port d'Alexandrie. Aujourd'hui, un fort militaire se trouve à sa place. Même si rien ne subsiste du phare, le port a récemment éveillé un vif intérêt. Les archéologues ont fait des découvertes qui pourraient bien remettre en question ce que les livres d'histoire nous apprennent. La plupart des pierres qui ont servi à la construction du phare ont été amenées du sud de l'Égypte. On a trouvé sous l'eau une quantité extrêmement importante de granit. Donc c'est là, le phare était majoritairement construit en granit rose venant d'Assouan. À proximité du phare d'Alexandrie, on a trouvé de singuliers blocs de granit rose. Les archéologues pensent qu'il s'agit de morceaux du phare. On trouve cependant des objets encore plus fascinants dans les eaux du port. Donc nous sommes juste au-dessus du site des blocs immergés, parmi lesquels se trouvent un certain nombre de pièces qui appartiennent au phare d'Alexandrie et aux monuments qui participaient à la décoration du phare et notamment de son entrée. Une autre relique pourrait bien nous renseigner sur la construction du phare. Il s'agit d'une porte en albâtre, à laquelle l'entrée du phare aurait bien pu ressembler. Si le phare est resté une silhouette massive dans le ciel d'Alexandrie pendant plus de 1000 ans, c'est grâce à la façon dont il a été construit et qui lui a assuré sa longévité. Le phare était constitué de 3 niveaux. Le plus bas reposait sur une section carrée, le suivant sur un octogone et le troisième sur un cylindre. Puis il y avait le système d'éclairage sur le toit. En faisant construire un édifice plus grand et plus perfectionné que n'importe quel autre, Ptolémée Ier et son fils ont envoyé un message fort au reste du monde. Certaines personnes pensent que l'extérieur du phare était doté de mécanismes inhabituels. 8 statues de bronze se trouvaient au niveau du 2e étage. On dit qu'elles suivaient la course du soleil, mais nous ignorons s'il s'agit d'une légende ou non. Une autre machine égrenait les heures de la journée en produisant des sons mélodiques. Certains historiens ont émis une autre hypothèse étonnante. Le phare aurait servi de télescope géant. Je n'adhère pas à la théorie selon laquelle il s'agirait du premier télescope de l'histoire. Mais on pouvait évidemment monter tout en haut et jouir d'une vue panoramique sur le delta et la Méditerranée. Il est assez séduisant de se représenter le phare en télescope, permettant aux dirigeants égyptiens de surveiller si Constantinople, l'autre grande cité antique, s'apprêtait à les attaquer. La courbure de la Terre leur est interdite. Néanmoins, le phare a peut-être servi de système d'alarme. Richard Windley a construit un modèle réduit d'un mécanisme censé s'être trouvé sur le phare d'Alexandrie. Philon de Byzance était l'un des grands esprits de sa génération. Les historiens s'accordent pour lui attribuer la conception et la fabrication d'un système d'alarme fixé sur le phare d'Alexandrie. On trouve une référence frappante à une sirène à vapeur fonctionnant avec une roue. Il y a 2000 ans, le phare abritait sans doute une lumière de grande taille. Cette vraie fournaise, située en hauteur,
devait produire d'importantes quantités de chaleur, suffisantes pour alimenter des appareils fonctionnant à la vapeur. Ici, nous avons une petite chaudière. La vapeur montait dans ce tube par un robinet d'arrêt que l'on pouvait contrôler. À l'intérieur de cette petite section-là, se trouve une roue avec des petits trous. Elle tourne un peu à la manière d'une turbine, grâce à la pression de la vapeur, ce qui produit un signal sonore. Lorsque l'air circule dans l'appareil, grâce à la vapeur ou à cette pompe moderne, l'effet est saisissant. Le phare d'Alexandrie a donc pu servir de sirène d'alarme. Pour cela, on a pu utiliser le son, mais aussi la lumière. Le phare servait à orienter les navires et à les guider vers le port d'Alexandrie. Pour produire une lumière, il fallait donc utiliser un brasier ou savoir refléter la lumière. Le phare projetait son faisceau à environ 50 km. La nature du feu placé dans le phare reste encore un mystère aujourd'hui, puisque par exemple il n'y avait pas de bois en Égypte. Il n'y avait pas de grandes forêts pouvant fournir du bois pour le feu. En Égypte, on ne trouvait pas de bois en abondance. La lumière projetée la nuit devait donc être émise avec aussi peu de matériel combustible que possible. Les experts en ont déduit que seul un feu de petite taille était produit, mais qu'il était amplifié. Selon une des théories avancées, le feu se trouvait en bas du phare et il était reflété grâce à une série de miroirs complexes situés dans le bâtiment, avant d'atteindre le sommet et d'être projeté vers la mer, un peu comme un rayon laser avant l'heure. Il reste à savoir si cette technologie optique existait à l'époque. Alexandrie et Pergame ont joué un grand rôle à cet égard. Dans ces villes, on savait comment refléter la lumière et la focaliser. On connaissait bien l'optique. D'après une autre théorie, le feu se trouvait au sommet du phare et il était ensuite reflété sur les flots. Dans les textes anciens, on trouve aussi des références à un étrange cristal qui aurait servi à refléter la lumière sur de grandes distances. De jour, on pense qu'un miroir servait à refléter le soleil. Richard Windley a mené des expériences avec des miroirs. Étant donné la hauteur du phare, on pouvait sans doute voir à 50 km de distance, ce qui est largement la portée d'un miroir de bonne taille. Je pense qu'un miroir placé au sommet captait les rayons du soleil venant de cette direction. L'angle du miroir renvoyait la lumière à la verticale, d'où elle pouvait être orientée à volonté pour produire un rayon lumineux dans n'importe quelle direction. Si cette méthode était employée, les savants de l'Antiquité ont dû calculer les angles de réflexion avec une précision extraordinaire. Il y a un petit galet de cam ici, un petit levier, qui est relié à des leviers et des cams qui permettent de bien orienter le miroir. Nous allons voir si la maquette de Richard peut fonctionner. Je tourne la manivelle. Voilà, le rayon de soleil est redirigé. Nous avons notre phare. Une dernière théorie voudrait que le phare ait été en réalité une machine polyvalente, une puissante arme antique. Certains ont avancé l'idée que le phare a servi d'arme. Ce n'est pas un cas isolé dans l'étude du monde antique, puisque l'on raconte que des armes du même genre ont été utilisées par Archimède, ces fameux miroirs. Les réflecteurs du phare d'Alexandrie ont de nombreux points communs avec les miroirs d'Archimède, qui ont été utilisés pour enflammer la flotte romaine pendant le siège de Syracuse. Même si l'on ignore avec quelle efficacité ces miroirs ont été utilisés, on sait que le phare d'Alexandrie était un superbe monument qui est resté debout jusqu'au XIIIe siècle après Jésus-Christ. Après 1600 ans d'existence, il a été détruit par un tremblement de terre. Même s'il est rassurant de croire que le XXe siècle a marqué l'avènement de machines d'envergure, c'est loin d'être le cas. Les découvertes récentes ont prouvé que sans machines de construction complexe, de nombreux monuments antiques n'auraient jamais pu être érigés. Nous allons certainement découvrir encore d'autres machines qui changeront notre vision du savoir technologique antique. Les inventeurs de l'Antiquité seront enfin reconnus à leur juste valeur pour avoir conçu toutes ces machines fantastiques.